Bien, bonsoir, bonjour à tous. Donc nous allons commencer cette table ronde qui s'intitule Après nous, des machines. Donc nous avons le plaisir d'avoir deux intervenants dont voici le deuxième à l'instant, Jean-Michel Beignet et Pascal Chabot. Donc nous sommes très heureux et très honorés d'avoir deux pointures dans le domaine des sciences, de la technique et des machines, puisque c'est ce thème qui va nous retenir une petite heure. Donc je vous propose dans un premier temps, je vais présenter nos invités, et puis ensuite nous déclinerons, suivant le sous-thème de ce colloque, penser, s'engager, résister, la réflexion. Et puis nous garderons un petit quart d'heure ou un gros quart d'heure, nous verrons en fonction de l'avancement, disons vers midi 10, midi 15, pour des échanges avec la salle. Vous pourrez poser vos questions. Alors, Jean-Michel Beignet donc, est professeur et philosophe émérite de l'université Paris-Sorbonne. C'est un grand spécialiste d'épistémologie. Il a beaucoup travaillé aussi sur les relations entre la science, la technique et les problèmes éthiques. Il est aussi, c'est important, vous le verrez, était membre du comité d'éthique du CNRS et du conseil scientifique de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, dont au moins un ou deux nous intéressent, je ne vais pas tous les citer. Les robots font-ils l'amour ? Et demain, les post-humains. Pascal Chabot, vous êtes enseignant également à l'Institut des hautes études des communications sociales de Bruxelles et vous êtes philosophe. Vous êtes un spécialiste de Gilbert Simondon, nous serons peut-être appelés à en parler, un autre philosophe qui avait travaillé sur la théorie de l'information et des techniques. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont Chabot le robot, avec probablement un jeu de mots, je pense. Vous voyez que je suis très pertinent déjà. Et vous avez aussi écrit Exister, résister. Là, ça nous intéresse. C'est un des points du triptyque de notre sous-thème. Et votre dernier ouvrage, Avoir le temps, un traité de théosophie. Alors, je vous propose de commencer tout de suite par penser. Donc ce thème sous-entend, après nous des machines, en tout cas pourrait laisser penser que les machines vont l'emporter sur les humains dans un avenir proche, peut-être même que l'intelligence artificielle nous supplantera tous. Vous avez vu que le premier discours de Céline Barre, l'adjointe à la culture, nous a laissé planer le doute sur la réalité de son discours. Bon, bien sûr, elle l'a écrit elle-même, j'en suis certain. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être déjà, avant d'arriver là, se demander quel est notre rapport aux machines et de quelles machines on parle. Donc, Jean-Marie Beignet, je vais commencer avec vous. En fait, les machines, l'homme depuis tout le temps a cherché à en faire, depuis l'homme du néolithique, même du paléolithique, l'outil c'est important. Est-ce que les machines dont on parle beaucoup en ce moment, est-ce qu'il y a une rupture à une certaine époque ? Est-ce que c'est pas, vous parlez dans vos ouvrages des progrès de l'automation, de tous ces systèmes embarqués qu'on a pris avec les voyages lunaires dans les années 60. Ça avait été précédé par l'invention de l'ordinateur. Je pense par exemple à Vannevar Bush et ses techniques de l'information. Est-ce que pour vous, ça, c'est une rupture importante ou est-ce que vous en voyez avant ? Écoutez, déjà, parler de machines, c'est parler de très nombreuses choses, j'allais dire de très nombreux machins. Le terme est d'un grand polysémisme. Les machines, quand on en parlait jadis, on évoquait facilement les machines de guerre. C'est peut-être les machines de guerre qui ont été les premiers centres d'attraction, les machines d'Archimède, qui avaient une vertu qui était celle de l'outil. L'outil, c'est toujours l'élément qui permet de prolonger le corps et qui permet de donner une puissance au corps qu'il n'a pas naturellement. La catapulte était bel et bien une machine qui prolongeait le corps. Et tous les dispositifs qu'on va inventer, le levier, la pompe, etc., seront mis au service de cette prolongation du corps
destinée donc à assurer une puissance. Bon, mais la machine, ça a été très très longtemps l'horloge. L'horloge est devenue vraiment le prototype, l'archétype de la machine, et à tel point, à telle enseigne qu'on se représentait l'univers comme métaphorisé par l'horloge. Le mécanisme se représentait l'univers comme un mécanisme bien réglé, assurant une régularité, un retour des mêmes éléments. Bon, c'était effectivement l'horloge qui symbolisait le mieux la chose. Et puis, par la suite, la machine, elle a été engagée dans des processus beaucoup plus, j'allais dire irréguliers, non pas tellement irréguliers, mais en tout cas soumis à des trajectoires irréversibles. C'est la machine à vapeur, c'est la machine thermodynamique qui devait déjà représenter le fait qu'une machine, c'est un dispositif technique qui obéit donc à des mécanismes qui sont sensibles à une extériorité, un environnement. Donc la machine est peu à peu devenue ce qu'elle va devenir avec la cybernétique. La cybernétique, donc, vous savez, c'est la science du gouvernement des machines. C'est cela que le terme cybernétique a voulu désigner lorsque Norbert Wiener et le groupe qu'il animait à la fin des années 1940 a mis en place. À cette époque-là, donc, la machine, elle est devenue ce dispositif sensible à des stimuli ou des inputs, est capable bien de s'adapter à un certain environnement et produire des outputs ou des réponses qui sont devenus capables de rétroagir sur l'entrée. Et à ce moment-là, on a inventé les machines adaptatives, qu'on a quelquefois désignées comme des systèmes intentionnels. Donc on est arrivé dans des choses extrêmement plus complexes, évidemment, que les machines de guerre ou que l'horloge, qui symbolisait la régularité même. Et nous sommes aujourd'hui immergés dans un univers d'automates qui ont tous cette particularité d'être capables de rétroagir à des conditions et s'adapter et évoluer. Et aujourd'hui, l'extrême pointe des machines, c'est celle qu'on envisage de réaliser avec la nanotechnologie. La nanotechnologie, donc, c'est le travail de la matière au 1 milliardième de mètre. Et aujourd'hui, on rêve de réaliser des machines qui seraient des nanorobots capables d'être ingérés dans l'organisme et de produire des comportements capables de repérer, par exemple, des tumeurs en formation, d'éradiquer ces tumeurs ou de réparer l'ADN. On a encore affaire à ce qu'on appelle là des machines, des nanomachines. Donc vous voyez, depuis les catapultes d'Archimède jusqu'aux nanomachines qu'on envisage de réaliser et qui devraient nous assurer, sinon l'immortalité, du moins une réparation continue, on a le même mot qui désigne des réalités extrêmement différentes. Alors bon, cet univers de machines, il est le nôtre. Ce qu'on a conservé peut-être dans la connotation du terme machine, c'est l'idée de sécurité. Les machines devaient nous assurer la sécurité, la régularité de leur fonctionnement était même le gage de cette sécurité. Bon, avec la thermodynamique, avec les machines à vapeur, etc., on a eu des machines qui étaient capables, bien sûr, de continuer à assurer une certaine sécurité, mais
mais pas forcément une régularité, puisque c'est plutôt l'équilibre mobile qu'elles sont capables d'établir entre elles, ces machines, et l'environnement, qui est devenu l'élément essentiel. Reste que, quand on parle de machines aujourd'hui, on parle d'automatisme, d'algorithmes, mais ces automatismes et ces algorithmes sont encore la promesse d'une certaine régularité, sachant que cette régularité rime pour nous avec une certaine sécurité. Mais on voit bien aussi que malgré tout, cette vertu de la machine, elle est souvent mise en défaut. Et dans nos esprits, ou dans l'esprit de certains d'entre nous, en tout cas, la machine peut connoter aussi une puissance démesurée, une puissance qui nous déborde. Et on y reviendra sans doute tout à l'heure, oui. Mais la machine n'est plus forcément le gage de ce confort qu'elle promettait dès le début de son invention. Et une petite précision, Jean-Michel, je vous appelle Jean-Michel. Oui, bien sûr. Les systèmes d'automation dont vous parlez, qui apportent la sécurité, on pense par exemple aux programmes spatiaux que les Américains avaient mis en œuvre avec les programmes Gemini, Apollo. C'était bien fait justement pour aider l'homme, lui donner cette sécurité. Est-ce que pour vous c'est la rupture alors finalement, ou est-ce que ça avait commencé avant? Ce qui fait que ça s'accélère et que les machines deviennent de plus en plus envahissantes en quelque sorte. Les machines sont de plus en plus envahissantes parce que l'environnement que nous devons maîtriser est de plus en plus complexe lui-même. Vous savez, on parle de l'avenir de l'humain dans le cyborg. Oui. Nous serions donc voués les uns et les autres à devenir des cyborgs ou à rester des chimpanzés. Voilà, pour prendre une expression un petit peu violente des transhumanistes. Soit vous êtes dans l'avenir, vous serez un chimpanzé, c'est-à-dire l'équivalent du primate qui aujourd'hui éveille notre curiosité et nous amuse et n'est pas plus important que cela, ou bien vous allez devenir un cyborg, et un cyborg, c'est un être qui mêle en lui de la cybernétique et de l'organisme. On en parlera peut-être dans le thème on en parlera peut-être tout à l'heure, mais simplement pour répondre à votre question, cette formule du cyborg qu'on commentera tout à l'heure, elle est la réponse à un environnement devenu complexe. On a inventé le terme pour la conquête de l'espace, lorsqu'il s'est agi de répondre à la question de savoir comment un cosmonaute pourra-t-il exercer les activités, le travail qu'on attend de lui dans la navette spatiale, sachant que les conditions ne sont absolument pas naturelles dans la navette spatiale, eh bien, on a inventé les combinaisons bourrées de capteurs, de récepteurs, donc de cybernétique, et on a vêtu le cosmonaute de cette combinaison qui constituait effectivement l'adjuvant nécessaire pour pouvoir interagir avec cet environnement. Donc plus notre environnement sera technologisé et plus nous serons contraints d'intégrer de la machine en nous. À défaut de quoi, eh bien, nous serions voués à la disparition parce que les pressions sélectives exercées par l'environnement technologisé appellent pour notre survie une réponse en termes de machines. Oui, et on peut comprendre que c'est complexe et insécurisant l'espace. Revenons peut-être sur Terre. Donc, je vous disais tout à l'heure que Pascal Chabot était spécialiste de Gilbert Simondon, qui a écrit du mode d'exister des objets techniques. Vous en avez fait un film, je crois aussi. Est-ce que là aussi, ça nous donne un élément de réponse sur cette évolution du machinisme ou des machines telles que nous les connaissons aujourd'hui? Oui, tout à fait. Gilbert Simondon est un
un philosophe qui est né à Saint-Étienne en 1924. Et si son nom est resté célèbre, c'est que dans les années 60, il a été le premier à penser le mode d'existence des objets techniques. Les humains existent d'une manière, les sociétés se développent d'une autre, et puis les objets techniques ne sont pas simplement des applications de schémas scientifiques, mais ils ont une façon d'être concret, une façon d'exister, une façon de structurer leur environnement qui est tout à fait spécifique, et il l'a décrit. Il a été vraiment un des premiers à le décrire, et son œuvre a connu une sorte de long purgatoire jusque dans les années 80, 90 environ, et puis par la suite, il a été redécouvert, et aujourd'hui on voit bien qu'il avait compris que ces objets techniques, il parlait plutôt d'objets techniques que de machines, structurent nos sociétés, structurent nos consciences de manière toujours plus profonde. Ce qui, par rapport à ce qui a été dit et qui est vraiment très très riche, me marque, c'est que plutôt que de parler de machines, finalement, on parle de plus en plus de milieux techniques. C'est vrai que l'horloge, elle, est pour ainsi dire un dispositif technique qui est seul, qui est comme un individu technique, mais aujourd'hui, et Jean-Michel l'a vraiment bien dit, les machines, par leur complexité, par leur multiplicité, structurent un environnement qui est devenu technique. C'est-à-dire qu'il y a les objets, bien entendu, mais ces objets ne sont que des nœuds dans un réseau technique. Chaque fois qu'on prend un smartphone, évidemment, on a l'impression qu'il y a une machine devant nous, mais c'est pas une machine, c'est un petit point d'un réseau technique d'interconnexion, de passage d'informations avec des serveurs disposés ça et là. Donc, ce qui importe, c'est le réseau technique et les milieux artificiels dans lesquels nous vivons. Et nous y vivons, on peut même considérer que finalement, nos habitats sont des sortes de machines passives. C'est finalement le propre de l'évolution de la technique, c'est de créer des milieux artificiels qui sont de plus en plus clos, de moins en moins connectés avec la nature. Et finalement, penser la technique aujourd'hui, c'est penser la culture, c'est penser que dans un environnement comme celui-ci, il y a une réalité biologique qui sont des corps humains, et puis tout le reste a été façonné par la technique humaine. Tout le reste a été façonné par la technique humaine. Nous sommes dans ce monde-là, avec aussi des objets techniques qui connaissent des couplages différents. Ce qui est intéressant, c'est quand même toujours les couplages. Les couplages d'abord de l'objet avec le moteur, et ça a été la grande révolution industrielle de la machine à vapeur. La machine à vapeur, c'est pas simplement des leviers, c'est pas simplement des pistons, mais c'est d'abord et avant tout une production d'énergie qui alors structure et restructure des pays entiers, parce que ce dont on a besoin, c'est de l'énergie, c'est du charbon. Plus tard, cela va être du pétrole. Et le monde est façonné non seulement par les techniques, mais par la recherche d'énergie. N'oublions jamais que qui dit technologie dit aussi, d'abord et avant tout, énergie. L'Empire romain, finalement, avait une source d'énergie qui était les esclaves. On convertissait le travail manuel contre de la bouillie qu'on leur donnait, et l'extension de l'Empire romain est compréhensible par la recherche d'esclaves toujours davantage. Donc les machines sont couplées avec des moteurs, les machines qui sont d'une certaine façon des néo-esclaves. Et Simondon disait aussi, il faut arrêter de les considérer uniquement de façon utilitariste en disant cette machine, on lui demande de faire ceci, on lui demande de faire cela. Ce sont des œuvres de culture. Ce sont des œuvres de culture scientifique, des œuvres de culture technique. Il y a beaucoup de génie humain dans les machines dont nous disposons. Et finalement, nous l'oublions beaucoup. Nous sommes des utilisateurs qui ne savons pas trop comment fonctionnent nos GSM. Et souvent, nous ne savons pas du tout
comment il fonctionne, et c'est que dès qu'il y a une panne, qu'on dit, tiens, mais le bidule ne fonctionne plus, etc. Ça manque de maturité. Oui. Ça manque de maturité. Vous avez raison d'évoquer ça. Dans vos ouvrages, vous en parlez. Vous parlez même de prédation fondamentale à propos de l'énergie, des ressources. Il ne faut jamais oublier ça quand on pense aux machines. Est-ce qu'on pourra aussi se poser la question, puisqu'on est dans le thème pensée encore pour quelques minutes, est-ce que finalement, depuis le début de cette intervention, on fait comme si nous étions des êtres rationnels qui dominions notre environnement, que nous étions dans un univers cartésien où la science est au service de l'homme et que l'homme est capable de maîtriser son environnement, mais est-ce que finalement il n'y a pas la naissance Jean-Michel Beignet, d'une puissance autonome? Est-ce que les sciences de la complexité ne sont pas en train de nous rendre impossible de penser totalement, hein, vous évoquiez tout à l'heure la thermodynamique, de penser complètement le système des machines? Oui, je voudrais aussi rebondir sur ce que décrivait Pascal à l'instant. Il décrivait effectivement l'évolution qui a conduit peut-être de l'Empire romain, pour se donner un repère, où l'esclave et la machine dont les humains ont tiré profit. La machine a remplacé l'esclave. Hein, Aristote disait le jour où les navettes fonctionneront toutes seules, on n'aura plus besoin d'esclaves. C'est un thème qu'a repris Marx. Mais ce qui s'est produit aujourd'hui, c'est que la machine nous apparaît comme étant devenue quasiment le maître qui nous a servi. Hein, aujourd'hui, nous avons de plus en plus le sentiment d'être assujettis à la machine. Donc, la machine que nous avons mis en place pour nous émanciper, nous libérer, est l'un des facteurs essentiels du sentiment que nous avons d'être de plus en plus asservis. Alors là aussi, il y a des dates qui sont intéressantes et qui me permettent de reboucler avec ce que je disais tout à l'heure concernant la guerre comme origine de la machine. C'est peut-être la guerre 14 qui a révélé tout à coup la puissance prise par la machine guerrière, hein, et qui nous ravale à une manière d'impuissance. Il y a un très beau livre de Ernst Junger qui s'appelle « Le Travailleur » qui décrit la guerre 14 comme le moment où les hommes découvrent qu'ils ne seront jamais de taille à affronter les machines qu'ils ont produites. Le soldat de la guerre 14 est complètement minoré, ravalé à une pauvre créature devant le déferlement des techniques militaires qui l'asservissent complètement. Tout ce thème de la machine prenant le pouvoir au cours de la première moitié du XXe siècle est une source de préoccupation considérable. Hein, je pense également au futurisme de Marinetti en Italie à la fin des années 20, hein, où Marinetti est complètement euphorique sur la technologie de son époque, qui est la sidérurgie. Hein, et où il rêve que la sidérurgie nous permette d'intégrer de plus en plus de métal dans nos anatomies, de sorte que nous devenions invulnérables, que nous devenions des hommes d'acier. Hein, des hommes augmentés. Des hommes augmentés, oui, là c'est des hommes, augmentés, parce que précisément ils intègrent en eux des dispositifs qui ne sont plus naturel. Hein, il faut voir jusqu'où ça allait chez Marinetti. Il disait: nous allons enfin pouvoir nous débarrasser de la nature. Hein, de la nature, c'est-à-dire de ce donné que nous n'avons pas choisi d'être
et qui est censé nous aliéner. Et Marinetti disait aussi que nous allons pouvoir nous débarrasser des femmes, hein, parce que les femmes... C'est moins bien. Les femmes sont précisément le symbole de la nature en nous. Hein. C'est elles qui nous donnent la vie, et l'idéal, c'est de fabriquer la vie. Hein. Et là, on est encore beaucoup là-dessus aujourd'hui, on y reviendra sans doute. Hein. Donc, c'est cette apparition de la machine comme... celle qui prend le pouvoir sur nous, hein, et qui nous arraisonne, à proprement parler. Et il y a un philosophe qu'on redécouvre aujourd'hui qui s'appelle Gunther Anders, qui a été le mari d'Hannah Arendt, qui dans les années 50 pointe la pathologie que nous sommes en train de développer, une pathologie que nous éprouvons tous à des degrés divers, mais quand même, cette pathologie, il l'a appelée la honte prométhéenne d'être soi. Nous éprouvons de plus en plus cette honte prométhéenne. Pourquoi prométhéenne? Parce que elle est liée à la fabrication des machines que nous avons pu réaliser, mais nous avons de plus en plus honte de ne pas être à la hauteur des machines que nous avons produites. Et ça crée en nous une manière de dépression. Hein, dépression. Alors, au quotidien, je suis persuadé que les uns et les autres, nous éprouvons, même si ce n'est pas un sentiment de honte qui nous assaille, mais nous éprouvons notre maladresse à l'égard des machines. Il y a quelques dizaines d'années, utiliser un magnétoscope, c'était quelque chose d'invraisemblable. Et aujourd'hui, au quotidien, nous sommes souvent devant les automates dans un état de perplexité et d'irritation. On en reparlera peut-être un peu. C'est l'obsolescence de l'homme que vous citez de l'obsolescence de l'homme. Anders. Alors, vous parliez de la Première Guerre mondiale. Ça me fait penser à un philosophe polonais qui s'appelle Karel Čapek. Qui a inventé le terme robot. Et je me tourne vers Pascal Chabot parce que je l'ai cité tout à l'heure, l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Chabot, Chabot le robot, un drame philosophique en 5 questions et 4 actes, si je me souviens bien. Et la première question qu'on pose, c'est est-ce qu'un robot peut-il être philosophe? Et à la fin, comme une forme de réponse en miroir, l'ordinateur qui a appris tout ce qu'on pouvait savoir sur tout, dans tous les domaines de la science et de la philosophie, finit par répondre, mais finalement, oui, on peut être un robot, et de toute façon, le robot est inventé par l'homme. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous qui êtes l'auteur de cette ouvrage? Oui, c'était une pièce de théâtre. J'aimerais revenir sur ce que Jean-Michel disait pour complexifier la situation, parce que autant effectivement, et je reviendrai à la question de chatbot, le robot après, mais le terme complexe a été prononcé plusieurs fois, et c'est vrai que les choses sont profondément complexes, parce que si les sentiments vis-à-vis de la machine dont Jean-Michel faisait état, sentiment d'impuissance parfois, sentiment d'être dominé par rapport à la machine, sont bel et bien avérés. D'autre part, et on se tourne par exemple vers des jeunes, c'est pas du tout le sentiment qu'ils ont. C'est tout à fait fabuleux la façon dont, grâce aux machines, ils ont accès à des informations tout à fait variées. Il y a une possibilité de se déplacer, une possibilité de la communication qui est absolument géniale. Moi, je trouve que vivre aujourd'hui est aussi, grâce à l'environnement technique, particulièrement stimulant. Et c'est tout de même l'affect qui domine également. Et de même que nous pouvons être relativement sceptiques par rapport aux robots, quand on est à l'hôpital et qu'on est opéré de la cornée et qu'on nous dit, vous savez, il n'y aura aucun tremblement parce que le robot vous opérera parfaitement de la cornée, il y a une positivité là dans la délégation de l'acte chirurgical à la machine qui est vécu de façon agréable et de façon positive. Donc cette ambiguïté, cette
perplexité, pour moi, elle est irréductible. Et pendant tout le XXe siècle, la philosophie a alterné entre une technophobie avec la machine qui allait dévorer toujours davantage l'humanité, technophobie qui était quand même souvent ancrée par une conviction selon laquelle la Terre ne ment pas, la nature ne ment pas, et la culture technique nous aliène et nous éloigne de l'essentiel. Bon, je ne sais pas ce que c'est l'essentiel. Et d'un autre côté, une sorte de technophilie qui pensait que la technique allait nous emmener toujours plus loin vers une sorte de paradis artificiel matérialisé. Et je crois que ce grand mouvement de pendule entre technophobes et technophiles, nous en sommes sortis. Nous en sommes sortis avec quelque chose comme une perplexité. Il n'y a plus de technophiles radicaux, et d'ailleurs les technophiles radicaux finalement sont d'abord et avant tout souvent très critiques, à part quelques franges, mais c'est assez rare. Et des technophobes radicaux, il n'y en a plus beaucoup non plus, ils vont en avion à leur colloque. Il faut, et je veux dire, c'est tout à fait clair. Ou en train quand ça marche. Oui, ou en train quand ça marche. Mais on est dans ce moment davantage perplexe où on a alors des questions d'usage, des questions de bons usages, des questions d'éthique aussi, des questions de régulation démocratique de notre rapport aux techniques. Et ça, je pense que c'est vraiment le propre d'un 21e siècle qui est sorti de ce mouvement de pendule entre technophilie et technophobie. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, parce que de toute façon, nous sommes dans la machine d'une certaine façon. Nous sommes dans des milieux techniques, qu'on le veuille ou non. Et par rapport à la question de Chatbot le robot, oui, c'était une pièce de théâtre que j'avais écrite il y a maintenant 7 ans. C'était un chat GPT que j'avais inventé, qui avait mouliné beaucoup dans les encyclopédies de philosophie et qui était capable de répondre à toute une série de questions de philosophie. Et il était convoqué devant un jury de philosophes professionnels qui lui pose des questions. Et au terme de cet interrogatoire, le jury devait dire s'il s'agissait ou non d'un philosophe, s'il pouvait recevoir cette petite palme philosophique. Un spectacle qui avait été créé, si ma mémoire est bonne, par Robin Renouci. C'est Robin Renouci qui avait fait le robot. Qui a une petite, comment dire, qui a un petit lien, même, enfin, un lien certain, on va dire, avec Lyon, puisqu'il était élève du lycée Jacques Amiot, puisque son père, qui était gendarme, avait été muté à Tonnerre. Ça nous amène à pas changer de thème. On va penser, ce que vous dites est tout à fait juste, s'engager pour les défis de demain, mais en fait, depuis le début, vous nous dites qu'on est déjà engagé. Ça s'est engagé malgré nous. Effectivement, on a des entreprises qui sont capables de faire des robots qui vont sur la Lune. Je pense à iRobot japonaise. On en a d'autres qui sont capables de creuser dans les fosses des océans pour récupérer des terres rares. Nous-mêmes, nous sommes un peu des cyborgs, puisqu'il suffit d'avoir un appareil auditif, d'avoir une rotule qui a été changée ou un pacemaker, et ça y est, on se rend compte qu'il y a déjà des aspects de la machine qui ne posent plus de débat, hein, comme vous disiez, Pascal Chabot. J'aimerais quand même qu'on réfléchisse maintenant sur cet engagement, parce que Jean-Michel Beignet, dans Demain les post-humains, vous montrez quand même qu'il y a un goût pour l'homme augmenté, pour le cyborg, cette hybridation des humains dont vous vouliez parler tout à l'heure, et vous allez pouvoir peut-être nous en dire un mot. Mais est-ce que nous ne sommes pas déjà ces hommes augmentés? Est-ce que nous ne sommes pas déjà là? Est-ce que ce n'est pas déjà là? Bon, je crois que sur l'homme augmenté, sur l'humain augmenté, il faut être clair. C'est pas parce que vous portez des lunettes que vous êtes augmenté. Vous êtes réparé, tout au plus. Hein. C'est pas parce que vous portez une prothèse de hanche que vous êtes augmenté. Vous êtes réparé. Hein. Donc, il faut bien distinguer les deux choses. Qu'est-ce qu'on entend par humain augmenté? On entend le fait que dans un avenir proche, nous pourrions éventuellement être capables, par exemple, d'importer dans notre génome des gènes qui pourraient venir d'autres espèces que la nôtre. Si nous pouvions, grâce à des instruments qui existent, comme CRISPR-Cas9, ce ciseau moléculaire qui a valu le prix Nobel de médecine à Emmanuel Charpentier il n'y a pas très très longtemps, si nous pouvions donc identifier des gènes
utiles pour nous, et si nous pouvions les transporter dans le génome d'un embryon, par exemple, et faire naître des individus qui seraient pas capables, par exemple, de développer une audition inspirée de l'écholocation des chauves-souris, ou si nous pouvions créer des êtres humains qui auraient une sensibilité aux ondes électriques inspirées du génome des requins, là, nous serions dans quelque chose qu'on pourrait qualifier d'humain augmenté. On aurait augmenté un humain par rapport aux données naturelles qui est le sien et qui le fait repérer comme appartenant à l'espèce humaine. Et c'est vers ça que veulent tendre les transhumanistes. C'est réaliser une espèce inédite sur la base de ce que nous sommes aujourd'hui et qu'ils désapprouvent, parce que les transhumanistes désapprouvent que nous soyons des êtres ratés. Nous sommes des êtres ratés parce que nous sommes obligés de naître par hasard de la rencontre de deux gamètes. Nous sommes des êtres ratés parce que nous souffrons lorsque nous avons mal aux dents. Nous sommes des êtres ratés parce que nous vieillissons. Et nous sommes des êtres ratés parce que nous mourrons. Donc, les transhumanistes disent qu'il faut rectifier tout cela. Et c'est dans cette perspective qu'ils développent quand même une technophilie démesurée. Donc, je nuance ce que tu disais à l'instant. Il y a des technophiles échevelés que rien n'arrêterait. Alors, donc, l'humain augmenté, il est encore à venir, mais il existe encore. Il existe. Les soldats sur le front sont de plus en plus équipés de molécules qui leur permettent d'empêcher de dormir. Il y a une histoire de degrés. Quand on est Oscar Pistorius et qu'on a une prothèse pour courir plus vite, ou ces soldats, effectivement, on est augmenté. Mais en termes de nature humaine, si je puis dire, de biologie, vous l'avez bien montré, c'est encore autre chose, effectivement. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, il faut distinguer les transhumanistes ou les post-humanistes, comme on les appelle aussi quelquefois. Soit ils rêvent de l'être bionique, donc celui dont le génome sera manipulé dans un sens inédit, soit le cyborg qui sera équipé de dispositifs électroniques ou informatiques ou nanométriques. Ce sont les deux avenirs, puisqu'on parle de où va le monde, ce sont les deux avenirs qu'on détermine. Soit c'est du côté des biotechnologies qu'on va s'adresser, soit c'est du côté, disons, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, etc. Et là, on parle de l'homme, mais si on prend l'ouvrage de Pascal Chabot, son dernier, Avoir le temps, essai de chronosophie, on voit aussi qu'on peut voir qu'on est dans une ère numérique. Et là, cette fois, les machines, c'est pas l'homme en lui-même, c'est l'environnement qu'elles nous font vivre. Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes indirectement engagés, si je puis dire, par les machines? Vous nous dites bien qu'il y a ce que vous appelez un hypertemps, un temps de l'immédiateté, de l'injonction, du compte à rebours, un temps avec des écrans partout. C'est plus du tout l'horloge dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Michel. Donc, Pascal Chabot, c'est intéressant, vous montrez qu'on est toujours dans le présent, c'est un hypertemps qui présentifie notre quotidien. Est-ce que là, il n'y a pas aussi quelque chose à voir dans la réflexion? C'est vrai que le rapport au temps est un très profond révélateur de nos façons d'exister. Et ce qui dit aussi la complexité de l'époque, c'est que nous n'avons rien oublié des façons de vivre le temps de naguère. Typiquement le destin, le temps dans lequel la nature prévalait, le temps dans lequel les cycles des jours, des nuits, des saisons étaient véritablement les grands ordonnateurs de la vie humaine, de la vie agricole, et ce temps-là est le temps de la nature et le temps de nos corps. Et c'est vrai que les transhumanistes veulent un peu le bypasser, mais fondamentalement
fondamentalement, c'est à 99% le temps dans lequel nous existons. Le temps moderne, c'est le temps où, plutôt que d'avoir une sorte de répétition du même, le futur s'impose et un idéal de progrès qui se dit que demain peut être différent d'aujourd'hui et que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui se fait jour. Et pendant des siècles et des siècles, cet idéal progressiste, cet idéal de prograder, d'aller vers l'avant est ce qui domine l'humanité. Alors avec un rapport au progrès qui est ambigu. Je pense que plutôt que de dire est-ce qu'on est pour le progrès, est-ce qu'on est contre le progrès, il est intéressant de se dire qu'il y a deux types de progrès. Il y a un progrès, j'appelle le progrès utile, le progrès technique et le progrès économique, qui, pour le progrès technique, technoscientifique, effectivement, va toujours plus vite et connaît une phase d'accélération assez impressionnante, parce que le propre de ce progrès utile, c'est qu'il va souvent de façon linéaire. Prenez par exemple tous les téléphones dont vous vous êtes servi dans votre existence, sur une sorte de lignée phylogénétique mentale. Là, on voit une série de machines qui, c'est vrai, peuvent comparativement être jugées meilleures les uns que les autres, si meilleures, c'est plus autonome, plus miniature, etc. Et avec un progrès utile qui va de l'avant en capitalisant. C'est ça sa puissance. C'est que ce qui a été inventé ne doit pas être réinventé. Le laser est inventé, il l'est d'une certaine façon, sauf catastrophe nucléaire majeure ou autre, mais une fois pour toutes, et il peut être réimplémenté dans une série d'autres usages. Et donc ce progrès utile, qui est le progrès triomphal, qui est le progrès dominant dans nos sociétés, est celui qui fait aller l'humanité dans des environnements toujours plus artificiels. Mais c'est pas le seul progrès. Et la terreur d'aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui, c'est que ce progrès utile est pris pour le progrès, alors qu'il y a à côté de cela un progrès humain, un progrès dans l'art d'être relié au monde, dans l'art d'être relié à ce qui nous importe, un progrès subtil, moi j'appelle subtil, subtella, c'est ce qu'il y a sous la toile, c'est l'art d'être lié finalement. Et ce progrès utile est finalement minoritaire par rapport à un progrès utile, et la question d'aujourd'hui, pour moi, elle doit être vue dans une sorte de façon de trouver un lien entre l'utile et le subtil. Parce qu'à côté de ça, juste encore pour un moment, à côté de ça, on est projeté dans un hyper-temps, dans un temps technologique, qui est le temps des écrans, qui est le temps du numérique, qui est un temps tout à fait nouveau, qui est un temps très peu humain, un temps sans lenteur, sans rumination non plus, et qui crée un environnement artificiel, pour le coup, contraignant, et qui peut-être générer des burn-out. À propos du programme, sauf que vous avez quelque chose. Oui, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec l'utilisation du terme de progrès. Et je vais profiter du fait que nous sommes sous les auspices de Condorcet pour le rappeler. Il me semble qu'il y a deux notions qu'il faut bien distinguer aujourd'hui, qu'on est obligé de distinguer. Il y a le progrès et il y a l'innovation. Et l'innovation n'est pas le progrès. L'innovation n'est pas le progrès parce qu'elle n'est pas dirigée par une ambition de meilleur. L'innovation, elle est davantage sous le signe de la quantité, le plus. Entre le plus et le mieux, il y a quand même une différence. Ou alors, si on ne fait plus la différence, alors les choses sont fichues. L'humain augmenté, il est du côté du plus. On ne parle pas d'humain amélioré. On aurait pu le faire, parce que le terme américain « enhancement » aurait pu être traduit par « améliorer ». On a choisi de le marteler sous l'angle du quantitatif. Et c'est là où je pense qu'il y a une vraie question. Et entre le progrès et l'innovation, il y a la rupture. Je crois que nous avons perdu le sens du progrès en ayant perdu la vision d'un avenir idéal vers lequel nous nous acheminerions. Le siècle des Lumières était animé de la conviction que le progrès scientifique et le progrès moral, ça allait ensemble. Et la vision qu'on avait de l'humanité au bout du chemin était une vision morale.
essentiellement. Nous avons perdu cette vision et cette perspective. Et du coup, nous sommes complètement voués à l'innovation. On fait des coups. On fait des coups, on lance des choses. Les Google Glass, bon, ça marche pas, mais on essaye, etc. Et le fait que tu fasses cette phylogénie des objets techniques en ce sens me paraît quand même très, très caractéristique du désarroi moral dans lequel nous sommes. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, un ordinateur, ça exigeait un vaste entrepôt avec de grosses machines, etc. Et c'est vrai que l'ordinateur s'est réduit en taille et a pu s'installer sur les bureaux. Et puis, c'est vrai que de là, il est devenu portable. Et puis, c'est vrai qu'il est devenu maintenant le smartphone que nous avons. Et c'est vrai que demain, l'ordinateur, vous l'aurez directement dans le cerveau. Grâce à des puces intracérébrales. Et c'est vrai que, bon, on a tendance à considérer, et tu appelles ça progrès utile, la miniaturisation comme finalement la convergence dans laquelle nous devons aller. Je dis en passant que l'un des grands rapports américains qu'on appelle convergence technologique vers l'augmentation de la performance humaine, c'est un rapport qui a été remis à Clinton en 2003, si je me souviens bien. Bon, ce rapport, il définit la convergence de toutes les technologies vers toujours plus de miniaturisation, c'est-à-dire de dématérialisation, c'est-à-dire de virtualisation. Est-ce que c'est un progrès ? Justement, passons au dernier thème. Est-ce qu'il faut résister là-dessus ? Vous parlez de ce programme de convergence NBIC, vous savez, les fameuses nanotechnologies. On aurait conditionnel, 40 milliards de nanorobots qui nous répareraient, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et puis, il y aurait aussi les biotechnologies, les sciences de l'information, et puis ensuite les sciences cognitives. Tout ça convergerait, les neurosciences. Ça a été fait très sérieusement du côté de Boston et du MIT. Cette convergence que vous évoquez, est-ce que c'est un scénario qui peut être pris vraiment au sérieux quand on sait que, par exemple, vous avez l'ancien directeur de l'ingénierie de Google qui s'appelle Raymond Kurzweil, qui a écrit Humanité 2.0, dans lequel il dit textuellement, en 2030, il n'y aura plus besoin d'avoir un corps, le biologique sera dépassé. Et c'est pas tout. Vous avez, ils ont tous les deux écrit leur livre en 2007, donc c'est pas si vieux. Vous avez Jean-Michel Truong, dans un ouvrage qui s'appelle Totalement inhumaine, qui parle de l'espèce, dit qu'on n'a même plus besoin des éléments carbonés. On peut avoir un corps qui serait tout simplement le cyberespace, les réseaux informatiques. Donc ces gens-là, c'est un peu la Californie, pensent vraiment qu'on n'a plus besoin d'avoir de corps et que même l'esprit, c'est une série d'impulsions techniques, électriques. Donc là, est-ce qu'il faut résister, Pascal Chabot? Puis je vous repasserai la parole, Jean-Michel. Je vais passer la parole l'un à l'autre quand même. Il y a plusieurs choses qu'on était sur un débat intéressant par rapport au progrès et donc un autre, ouais, mais il faut faire résister. Une autre question maintenant. Effectivement, bon, totalement dépassé. Des gens qui disent le biologique en 2030 sera tout à fait dépassé. Bon, je veux dire, ils le disent, ils l'écrivent, ce sont des slogans. On est en 2023, que le biologique soit dépassé dans 7 ans. Bon, il y a beaucoup d'argent et des vrais programmes, oui, Pascal. Alors, effectivement. Mark Zuckerberg ou Elon Musk, ils ne font pas que dire. Non. Ce sont effectivement. Je combats totalement ces positions. Soyons clairs. Mais j'essaye de comprendre quel est notre rapport aux technologies aujourd'hui et comment penser pour vivre mieux, pour vivre plus justement avec ce que nous avons
sous les yeux et dans les systèmes qui sont les nôtres. Parce que bien sûr, il faut déconstruire les discours technoprophétiques, mais nous vivons dans des systèmes, notamment dans le monde du travail. C'est là que la technique est toujours plus présente, parfois plus aliénante, parfois plus facilitante. On est dans quelque chose où on cherche des équilibres. Ce qui est certain, c'est que nos systèmes sont déstabilisés, et là c'est beaucoup plus politique, par des ultra-forces, très clairement, des ultra-forces qui sont les grands conglomérats techniques et économiques sur lesquels démocratiquement nous avons très très peu de prise. Nous sommes dans quelque chose qui est un anti-rapport avec ces ultra-forces qui façonnent nos systèmes. Et face à cela, il y a quelque chose comme une facilitation de l'existence, une sorte de confort informationnel, un vrai confort informationnel. Vous vous êtes renseigné sur moi avant que je vienne en tapant sur Google, etc. Mais je ne sais pas tout. Hein. Non, mais voilà. Mais nous le faisons sans cesse. Nous le faisons sans cesse. Donc pouvons-nous, nous humains, être en permanence en train d'être dans une dissonance majeure et de dire nous vivons dans des systèmes techniques que nous ne supportons profondément pas, alors que du matin au soir, du réveil au coucher, nous les utilisons, nous en profitons, nous en jouissons et nous râlons quand un avion a 5 minutes de retard. Cette schizophrénie-là, cette dissonance, elle est vraiment pas possible. Je crois qu'on doit essayer de... Et c'est peut-être ça, résister. C'est peut-être essayer de trouver les manières pour nous servir de nos technologies, qui sont tout de même des vrais en état de progrès. Pour moi, c'est clair, entre l'ordinateur dont je me suis servi à l'âge de 11 ans et celui dont je me sers ce matin, il y a clairement progrès, et pas uniquement des innovations, mais comment faire en sorte que ces technologies servent le progrès humain, servent le progrès subtil. C'est ça. Alors, et résister, c'est ça. C'est essayer de s'opposer aux technologies qui deviennent des technologies de fracture, et qui sont pensés économiquement pour ne servir qu'à quelques-uns. C'est vraiment le problème du transhumanisme. Le transhumanisme est une technologie de surélite, finalement, et bon, elle est pour ça très très peu intéressante pour une société. Mais par contre, dans une société, dans un système, comment faire en sorte de résister à des technologies de fracture pour avoir des technologies de commun? La résistance, elle est là, et c'est un but sociopolitique. Et par rapport à ça, moi, je vois les grands slogans transhumanistes comme des effets d'annonce qui sont finalement très très loin de ce qu'au quotidien et concrètement nous pouvons faire pour avoir un rapport un peu moins schizophrénique à ce qu'on prend pour des esclaves, mais qui est une façon de façonner. Et ça, vous le montrez bien dans vos livres. J'ai pas eu besoin d'aller sur Google pour le savoir. J'ai lu votre livre. Vous montrez bien dans les ultra-forces qu'il y a des tendances souterraines. Vous reprenez l'expression de la géographe Saskia Sassen, vous savez, celle qui est à l'origine des travaux sur l'urbanisation. Et vous montrez bien que souvent, cette technologie, ces machines servent une forme d'élite, comme vous venez de le dire. Et ce technocapitalisme qui est à l'œuvre, on a du mal à le combattre. Alors, je voudrais terminer, parce qu'il ne faut pas oublier les questions, par peut-être une question sur tout ce qui est éthique, tout ce qui est moral, en termes de résistance. Je lisais il y a quelques semaines dans Le Monde un article d'un de vos confrères, Jean-Gabriel Ganassia, qui a d'ailleurs fait paraître un livre où il se pose la question: est-ce qu'il faut craindre l'intelligence artificielle? Alors, vous qui avez été membre d'un comité d'éthique, Jean-Michel Beignet, est-ce qu'il disait dans son article, que Jean-Gabriel, que l'Europe ne se bouge pas beaucoup, que les Américains sont très en pointe, puis qu'ils donnent déjà des brevets aux entreprises? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ces comités d'éthique ne sont pas en retard déjà? Oui, avant peut-être de vous répondre directement, je voudrais dire à Pascal combien je mesure le gap générationnel qu'il y a entre nous. Même si je suis sur le fond d'accord avec l'idée qui est issue de Simondon, d'ailleurs, l'idée selon laquelle il est urgent que nous fassions amis avec nos techniques. Même si je suis d'accord avec cette idée, moi je suis très très préoccupé des représentations mentales que nous développons autour de
de ces technologies. Moi, je ne vais pas dans la futurologie, hein. Je ne sais pas ce que sera exactement le monde demain. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle prendra le pouvoir en 2030 ou en 2045. Je ne le sais pas. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que ces annonces hyperboliques, hype, du transhumaniste, elles font des progrès considérables dans nos esprits. Elles pénètrent nos esprits. Elles pénètrent peut-être plus facilement dans les esprits des jeunes, mais elles pénètrent quand même dans nos esprits, et c'est ça qui m'interroge essentiellement. Cet humain que nous sommes en train de fabriquer, nous l'associons à des idées, à des philosophies qui appellent, pour ma part, une critique fondamentale. Je crois que l'univers des machines que nous développons a une conséquence, c'est que nous simplifions de plus en plus nos manières de penser, nos manières de nous comporter. Et ce n'est pas complètement innocent. Plus nous avons affaire à des machines, et plus nous sommes nous-mêmes obligés de nous comporter comme des machines, et nous finissons par penser comme des machines. Hein, je force un petit peu le trait, mais ça se voit à tous les niveaux. Ça se voit au niveau du langage. Le langage s'appauvrit considérablement. Nous ne parlons plus comme nous parlions il y a 30 ou 40 ans. Nous perdons des éléments de nuance dans nos façons de parler. Mais Jean-Michel, un implant cérébral va corriger le problème? Non, parce que l'implant cérébral, oui, bien sûr, on pourrait résoudre le problème de cette manière-là, mais si vous vous souvenez, Google avait demandé aux Anglais de supprimer l'apostrophe de leur langage, au motif que c'était compliqué sur les claviers, l'apostrophe. Bon, on peut s'en débarrasser. Donc, les technologies, et celles qu'on implantera peut-être dans nos cerveaux, ces technologies sont exigeantes, péremptoires sur ce dont nous disposons. Si vous voulez, moi je crois que ce qui caractérisait l'humain, ce qui le distinguait de l'animal, essentiellement, et des machines a fortiori, c'est qu'il disposait, nous disposons encore de ce que j'appelle une fonction symbolique. Nous avons un langage qui n'est pas essentiellement fait pour transmettre des messages. Le langage humain, c'est un élément qui nous permet de nous distancier par rapport à la nature, nous distancier par rapport aux choses. Le langage, c'est ce qui nous permet de dire ce qui n'est plus, ce qui sera, ce qui pourrait être. Bref, le langage nous permet, nous donne la puissance d'être contrefactuel. Donc on résiste avec le langage, Jean-Michel? On résiste avec le langage, pour autant qu'on ne laisse pas le langage devenir simplement un système de signaux que l'on traite avec des technologies. Le langage, il est fait de signes. Quand je mets un message composé de signes, vous me répondez par un message composé de signes. Hein. Mais je peux aussi vous donner des ordres. Hein, et à ce moment-là, je n'attends pas que vous répondiez par du langage, mais par un comportement. De la même manière, l'intelligence, notre intelligence, on oublie complètement, mais notre intelligence, elle est d'abord faite pour que nous résistions aux automatismes de l'instinct, notamment. Hein. Cette intelligence-là, on n'en parle jamais. Mais être intelligent pour un humain, c'est refuser les automatismes. C'est développer, par conséquent, une dimension de réflexion. Et puis cette fonction symbolique, elle nous permet également d'être capable de faire des choses qui ne servent à rien. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire, pouvoir faire des choses qui ne servent à rien. Faire de la poésie, par exemple, hein, et ne pas être assujetti à des impératifs d'efficacité, de compétition, de rentabilité, etc. Ces trois éléments qui composent notre fonction symbolique, eh bien, la culture numérique que nous développons les met en danger profondément. Et c'est ça, moi, qui me préoccupe plus et qui me rend
assez froid à l'égard du progrès utile dont tu parles. Donc c'est l'éducation qui nous sauvera, Jean-Michel. C'est l'éducation, c'est la littérature, c'est la poésie. D'accord. C'est ces éléments-là que nous minimisons, que nous minorons et que quelquefois nous évacuons complètement lorsque nous nous faisons les apologues de la culture numérique. Un dernier mot rapide, s'il vous plaît, Pascal, parce qu'on va demander au public comment vous diriez qu'on peut résister, vous, en quelques phrases. D'une certaine façon, je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean-Michel dit. Évidemment, la culture littéraire, enfin, je passe mes journées à écrire des livres et le langage qui est le nôtre, je l'aime profondément, je le chéris profondément. Je ne suis pas du tout un apologue de la culture numérique facile, etc. Mais d'une certaine façon, bien de mes attachements littéraires vont au 19e siècle. Et cependant, c'est aujourd'hui que nous vivons. Et cependant, nous vivons en 2023. Et la vraie question est comment transformer la culture numérique dans laquelle nous sommes immergés pour qu'elle fasse droit à des voies émancipatrices. En vérité, je ne pense pas que l'humanisme existe une fois pour toutes. Je pense que chaque époque doit réinventer son humanisme. Et l'humanisme que nous devons réinventer et que nous devons porter, certes, il doit s'inspirer des fils essentiels, des fils les plus lointains qui finalement, par capillarité, nous font revenir à ce que les grandes cultures du passé ont légué de meilleur et vit en nous. Mais nous ne sommes pas des antiquaires de ce qui fut, nous sommes des êtres de progrès. Et donc ça veut dire des êtres qui devons rejouer aujourd'hui les enjeux. Et les enjeux sont des enjeux et évidemment de fonctions symboliques, d'humain, mais de vivre ensemble aussi. Alors comment, puisque nous vivons dans cet univers-là, comment s'en servir intelligemment? C'est véritablement la question d'aujourd'hui. Et c'est cela qui s'appelle résister. Évidemment, on est dans des systèmes, évidemment, il y a des ultra-forces, mais il y a aussi le soi. Le soi, c'est ce qui nous importe, c'est ce que nous aimons. Quand on se demande ce qu'on aime, évidemment, et c'est cela que l'on peut mettre au jour, et on le fait dans des lettres, on le fait dans des livres, mais on le fait aussi parfois en se servant de WhatsApp. Et en tout cas, tous deux, vous avez contribué à cette résistance. Les entretiens d'Auxerre contribuent à cette résistance, et nous avons bien la preuve que ce ne sont pas deux robots, vu la qualité de leurs échanges, ces échanges dialectiques. Est-ce que des robots auraient pu les avoir? Je ne pense pas. Donc nous vous remercions beaucoup, messieurs, c'était passionnant. Donc on va passer aux questions publiques, avec nos excuses pour ce petit dépassement. On m'entend? Oui. Moi, je trouve que dans le domaine de la santé, effectivement, on est dans une période de carrefour où se cherche justement l'équilibre entre la technologie qui est efficace pour lutter contre les pathologies, pour réparer, etc. Et de l'autre côté, tout ce qui est accompagnement du patient, le soin, le care, etc., qui est complètement dévalorisé. Et là, effectivement, il y a un besoin de résistance. Moi, il me semble que c'est quand même assez significatif. Je suis infirmière et je me souviens qu'il y a quelques années, on nous avait formés à ne plus transmettre de manière comme ça linéaire, mais à répondre à 3 questions qui étaient: quel est le symptôme, quelle action, quel résultat? Et pour ça, un certain nombre de mots, évidemment, nous étaient proposés. Donc, plus de place du tout au doute, plus de place aux hypothèses. Or, c'est bien dans le doute et dans l'hypothèse que nous avançons avec les patients.
C'est bien ce doute et ces hypothèses qui nous permettent de cheminer ensemble plutôt que d'avoir une réponse toute faite sans aucune réflexion. Une ou deux à la suite. Donc, on était opposé à ce qu'on appelait le données action-résultat. Il y avait une opposition personnelle et ça n'était pas mis en place, en tout cas dans mon service. Ça, c'était déjà significatif de quelque chose il y a quelques années. Merci. On va prendre une autre question, puis on répondra d'un coup parce qu'on est un petit peu en retard. Est-ce qu'il y a une autre question ? Après nous, les machines, est-ce que le progrès des machines, aussi important soit le développement technologique, a fait le moindre pas vers l'introduction de la conscience et de ressentir un plaisir au niveau des artefacts que sont les machines? Jean-Michel, vous répondez à la première question. Je voudrais bien répondre à la première et aussi un peu à la deuxième question. La première question, je crois que, madame, vous avez raison d'intervenir comme vous le faites. C'est vrai que le cheval de Troie du transhumanisme, c'est la santé. Quand on veut convaincre effectivement le public du bien fondé des entreprises transhumanistes, eh bien, on évoque effectivement la longévité, la prise en charge des malades, etc. Or, je crois que la santé illustre assez bien ce que je cherchais à dire tout à l'heure, en disant que nous sommes en train de porter atteinte à la fonction symbolique de l'humain. Je pense que la relation clinique du médecin à son patient est en train de disparaître du fait des instruments technologiques qu'on interpose entre le médecin et le patient. J'aurais des exemples à prendre, mais je n'ai pas le temps de le faire. Juste pour vous dire, moi j'ai été effrayé il y a quelque temps. Effrayé n'est pas trop dire. Lorsque, dans mon Monoprix, dans le 20e arrondissement à Paris, j'ai vu apparaître un cabinet de télémédecine. Un cabinet de télémédecine, Monoprix, à côté de la charcuterie et de la cosmétologie, où tout un chacun est invité à venir s'asseoir sur un fauteuil, à prendre certaines de ces mesures, etc. Et puis, il se voit délivrer un diagnostic par, pour l'instant encore, quelqu'un qui est un humain, mais qui sera bientôt un agent conversationnel, soyez-en persuadés, etc. Et qu'on puisse considérer qu'éventuellement ce soit un progrès parce que ça lutte contre la désertification médicale, je le conteste profondément. Ça veut dire que la santé que nous pratiquons grâce aux instruments technologiques ne nous approche plus en tant qu'humains, mais en tant qu'ensemble de métabolismes dont il faut assurer la pérennité. Les métabolismes, ce sont des automatismes. Donc nous ne sommes plus considérés par cette médecine-là comme des humains parlants, comme des humains pouvant se plaindre, comme des humains étant capables éventuellement de référer leur pathologie à certaines circonstances, etc. Non, nous sommes purement et simplement des supports de données qui sont gérés de plus en plus par des instruments de calcul de grande envergure. Vous évoquiez la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, qui existe encore heureusement, c'est celle du médecin, éventuellement du médecin de famille, qui a affaire à un symptôme et qui cherche à comprendre, interpréter le symptôme et formuler un certain nombre de prédictions sur l'évolution du symptôme. Mais aujourd'hui, cette médecine, elle est en phase de disparaître. Aujourd'hui, on développe une médecine des données, comme on dit. C'est-à-dire, ce n'est pas la causalité de la maladie que nous cherchons à identifier, c'est la corrélation des symptômes qui sont les vôtres avec les milliers d'autres symptômes qu'on a pu collecter grâce aux machines dont nous disposons. Et c'est la corrélation qui va décider du diagnostic et non plus l'évaluation de la causalité
du symptôme qui est l'effet d'une maladie. Donc cette mutation dans l'approche de la santé, qui nous donne l'illusion d'une maîtrise plus grande sur la maladie, est un piège terrible, parce que ça procède d'une espèce d'animalisation de l'humain, dont on trouvera sans doute les conséquences à terme. Juste un mot sur la conscience. Monsieur, vous avez raison de poser le problème de la conscience, mais il faut bien savoir que les sciences cognitives et l'intelligence artificielle, les neurosciences, évacuent complètement le concept de conscience. Ça n'a aucune valeur scientifique ni technologique, la conscience. La conscience, c'est, pour la plupart des théoriciens des sciences cognitives, le fait pour un organisme d'être capable de faire la distinction entre soi et non-soi. C'est tout. Et de ce point de vue-là, votre chien a autant de conscience que vous, et la mouche qui s'écarte lorsque vous l'approchez, elle a une conscience de la même manière. Il n'y a pas d'intériorité, quoi. Il n'y a pas d'intériorité. On est dans l'observable, donc dans le comportement, tout simplement. Jean-Michel, je vous coupe parce que Pascal va répondre à la question, puis après on va devoir nous quitter parce qu'il est déjà 32 et puis il faut bien qu'on mange tous, quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai que la question de Madame sur l'hôpital est particulièrement intéressante et interpellante. Il se fait que j'avais écrit un livre qui s'appelait Global Burnout sur la question du burnout, surtout à l'hôpital. Et pendant 1 an et demi, nous avons fait un film et tourné dans les blocs à la PHP à Paris pour essayer de rendre visible et de rendre justice aux enjeux, aux difficultés de la médecine et à la prévalence très importante, notamment dans les milieux infirmiers, des burn-out. Freudenberger, qui a écrit le premier sur le burn-out, effectivement, a décelé que c'était dans les métiers de l'humain, infirmière, médecin, enseignant, qu'il y avait le plus d'épuisement. Ce qui est tout à fait étonnant, parce que c'est dans ce métier-là qu'on pourrait dire, a priori, qu'il y a le plus de sens. Et Freud disait, avec la modernité, 3 métiers sont devenus impossibles: soigner, éduquer, gouverner. Les 3 mamelles de l'humanisme classique, finalement: soigner, éduquer, gouverner. Alors, on a essayé de le montrer, et ce qui est intéressant, me semble-t-il, à l'hôpital, pour reprendre le débat dans lequel nous étions, c'est qu'il y a un développement de ce qu'on peut appeler, effectivement, moi je l'appelle un progrès utile, ça veut dire un progrès dans les technologies médicales, mais il est tellement triomphant que ce qui est essentiel de faire vivre au centre, c'est-à-dire le rapport et le lien et la relation, est mis de côté, mais très souvent pour des raisons économiques, très souvent pour des raisons sociales. Je ne pense pas que ce soit la technique médicale elle-même qui soit au centre du problème, mais les impératifs de rentabilité des services de santé qui effectivement essayent de minimiser toujours le temps interpatient, etc. Et c'est évidemment là que, et ça je rejoins tout à fait Jean-Michel, c'est évidemment là que le rapport thérapeutique se joue, c'est dans le lien avec l'autre et dans la parole qu'on échange. Mais donc ceci pour dire que c'est vraiment un miroir de nos rapports et de nos enjeux contemporains sur l'hôpital. Bon, bien, merci à vous deux, merci au public d'être venus si nombreux. Et on se donne rendez-vous à 14h30 pour la table sur les nouveaux prophètes. Bon appétit à tous. Content de parler avec toi, je m'aperçois bien. Mais oui. Et pendant le repas, le studio éphémère de Joël Lacour reste ouvert. Alors allez les voir, ils vous attendent.